Euh, Bonjour, moi je suis Andrea. Je vais parler des 10 mauvaises façons de faire de l'intelligence artificielle et comment se guérir. Qui je suis? Je suis notamment responsable du pôle intelligence artificielle chez Zenica. On est une société de conseil en réalisation, on fait du développement, on est formateur. Et moi, je donne aussi des conférences et j'ai aussi mon propre produit que j'essaie de lancer sur le marché. Donc aujourd'hui, si on divise un peu la présentation en 4 grands thèmes, on va regarder un peu le domaine de l'intelligence artificielle. Vous inquiétez pas, je ne vais pas je vais pas repasser par les définitions. La méthodologie, les métiers et bien sûr les données qui sont une partie très importante. Maintenant, je voulais aussi savoir un peu sur vous. On va faire un tour de table. Non. Je voudrais juste savoir plutôt, est-ce que vous vous placez plutôt côté technique ou plutôt côté métier? Donc, qui est plutôt technique? D'accord. Et plutôt métier? Vous avez le droit de lever la main 2 fois si vous voulez. D'accord. C'est pas un talk complet, c'est pas un talk vraiment technique. Après, il y a certaines choses où je fais référence qui peuvent être un peu techniques. Donc, si on regarde le domaine, il y a des entreprises qui disent nous avons créé un département d'intelligence artificielle, nous lançons un chatbot. Alors, on sait très bien, l'intelligence artificielle fait vendre. Il n'y a pas doute là-dessus. Et avec cette phrase, je ne conteste pas forcément le fait que les chatbots pourraient utiliser de l'intelligence artificielle. Il repose quand même sur des techniques de NLP qui peuvent être assez performants et permettent quand même de créer des produits qui avant n'étaient pas possibles. Il y a dans l'IA et dans la data science, il y a des techniques qui fonctionnent et qu'on pourrait utiliser pour nous mettre en avant devant notre compétition. Par contre, comme tous les termes qui font du buzz, il en faut un peu de dose de scepticisme. Et il ne faut pas tout croire. J'imagine que vous connaissez le robot Sophia de Hanson Robotics. Donc, c'est le robot qui donne des interviews, qui a été nommé citoyen de l'Arabie Saoudite, qui fait beaucoup de buzz. Alors, les expressions faciales sont assez incroyables. On peut se dire la synthèse vocale, ça peut être vrai, la technologie le permet. Par contre, en termes de capacité cognitive, on est très loin de ce qu'ils essayent de nous faire croire que le robot serait capable. Mais n'empêche, il reste difficile de créer des services basés sur de l'intelligence artificielle. Du coup, certaines startups ont découvert que c'est plus facile et moins cher d'avoir des humains qui se comportent comme des robots que d'avoir des machines qui se comportent comme des humains. C'est ce qu'on appelle la technique du magicien d'Oz. Du coup, il y a des retours d'expérience de ces bots humains qui font, par exemple, de la gestion d'agenda ou transcription de notes de frais, comme une intelligence artificielle pourrait le faire en investissant beaucoup plus. Et donc, le retour d'expérience, c'est qu'ils ont plutôt hâte d'être remplacés par des bots. C'est pas étonnant. Alors, que ces startups trompent les investisseurs avec des promesses non tenues, parce qu'on se rend bien compte, ces solutions, ok, ils peuvent marcher maintenant, mais une mise à l'échelle n'est pas plus possible, ça ne va pas ce qu'elle est. Mais déjà, à ce stade, la gestion des données privées est un peu problématique parce qu'au lieu que ce soit automatisé, il y a quand même des gens qui regardent où vous étiez, qu'est-ce que vous avez fait, et ce n'est pas forcément déclaré. Pas besoin de lire tout le texte sur le slide, je voulais juste vous montrer la courbe. Alors, naviguer sur la vague, c'est bien, ça rapporte des financements. Par contre, attention aux promesses non tenues. Vous connaissez peut-être déjà l'histoire de l'IA. Si on regarde depuis les années 50, il y a eu des hauts
avec un enthousiasme démesuré et des bas, ce qu'on appelle maintenant les hivers de l'IA. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est où on est en 2018, juste pour anticiper un peu où on va. Alors, une autre erreur qu'on pourrait faire, c'est surestimer ou sous-estimer les capacités des technologies. Bon, un bon exemple est Boston Dynamics, que vous devriez certainement connaître, qui font d'ailleurs un peu peur avec leurs robots. Ce qu'ils ont fait, c'est très difficile, c'est à la pointe de la technologie, c'est l'état de l'art, mais c'est faisable. Si on prend un autre exemple, la vision par ordinateur, on a quand même beaucoup de cas d'usage qui peuvent être réalisés facilement, par exemple en utilisant des API existants. On peut prototyper, ou d'autres cas qui peuvent par contre s'avérer trop chers pour les résultats qu'ils apportent. Cela pourrait paraître étonnant, mais c'est plus facile, par exemple, de reconnaître une maladie sur des radios qu'un sac à main dans des photos sur Internet. Et j'aime bien l'exemple donné par Charles Lyon de Retech dans son article. Donc là, ils ont essayé, sur la base de photos sur Instagram, de faire de la reconnaissance de sac à main. Donc parfois, l'algorithme reconnaît ça comme sac à main. En même temps, c'est normal, c'est porté à la main, ça a une forme qui pourrait correspondre, donc ça colle avec beaucoup d'images que l'algorithme a probablement ingurgitées avant. 3. Penser automatisation uniquement. Alors, il ne faut pas forcément penser, quand vous cherchez vos cas d'usage, il ne faut pas forcément penser à l'automatisation d'abord. Le gain efficacité n'est pas forcément le premier point pour commencer à utiliser le machine learning. Passer plutôt avantage compétitif, trouver l'opportunité plutôt que qu'est-ce qu'on pourrait automatiser. C'est un état d'esprit qui colle un peu mieux avec l'innovation. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les rôles, les responsabilités, les process changent de manière assez dramatique lorsque l'automatisation prend de plus en plus de tâches humaines. Et il y a peu d'organisations qui ont le temps nécessaire pour concevoir, pour opérer, pour mettre à l'échelle cette automatisation au niveau de toute l'entreprise. Donc, mon conseil, qu'est-ce qui serait la meilleure chose à faire pour ne pas se tromper? Il n'y a pas de secret, je ne vais pas vous rendre une potion magique et je ne vais pas vous apprendre l'IA en 25 minutes. C'est juste passer de la curiosité à la connaissance. C'est passer par la case formation, acculturalisation et à tous les niveaux, si vous voulez créer de la valeur, faire découvrir aux gens ces nouveaux outils. Au niveau de la méthodologie, 4. Nous voulons faire de l'intelligence artificielle. Dites-nous ce qu'on peut faire. C'est une phrase que j'ai déjà entendue et pas juste une fois. Et je comprends. Essayer coûte cher et on a peur de se tromper. Par contre, avoir un avantage compétitif et faire quelque chose qui a déjà été fait, c'est deux choses qui seront incompatibles. Personne ne pourra venir dans votre entreprise et vous dire quoi faire. Et c'est vous qui êtes le mieux placé pour connaître les opportunités pour votre entreprise. Sinon, vous risquez d'investir trop d'argent sur quelque chose qui ne vous apporte pas grand-chose, histoire d'avoir essayé. Mais, je le rappelle, l'IA est une technologie et non pas un objectif. On se sert de l'IA pour faire avancer nos produits plutôt. Et surtout, il ne faut pas non plus croire aux solutions toutes faites. Il y a des entreprises qui vous promettent bon, on va déployer ça chez vous, vous n'avez rien à faire. Sauf que déjà, quand on dit oui, on a besoin de données, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de boulot à faire. Par contre, travailler ensemble et chercher des idées
pour voir ce qui mérite d'être exploré et comment procéder. Ça, c'est quelque chose qui est plus envisageable. 5. Avoir la fièvre des MVP, Minimal Viable Product. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà commencé à expérimenter avec le machine learning, avec l'IA à travers leur opération. Sauf qu'il y en a qui ont lancé beaucoup de produits, beaucoup de projets, sans forcément suivre derrière. Alors, avant de lancer plus de projets, de pilotes, de tester de solutions, de faire des MVP, il faut aussi penser à faire un pas en arrière et prendre un moment pour construire une approche plus globale. Il est important de comprendre quels cas d'usage et quels domaines ont le potentiel d'apporter le plus de valeur à votre entreprise. Et alors, je veux le dire, les entreprises ne sont pas forcément prêtes pour faire de l'IA, et ça c'est compréhensible. Monica Rogati, Data Scientist Advisor chez LinkedIn, a groupé les opérations nécessaires à la mise en place de l'IA dans une pyramide des besoins. Elle n'est pas la seule à l'avoir fait, mais c'est son approche que j'ai aimé le plus. Alors, pour mettre en place un projet, donc on commence par la collecte de données. Ensuite, on met en place les infrastructures. On fait le nettoyage de données. On définit des métriques et c'est après qu'on essaye des algorithmes et on teste. Alors, cela pourrait paraître long et complexe et on voit des équipes qui se lancent dans la création d'architecture qui mettent un an à mettre en place avant de faire quoi que ce soit. Alors, c'est pas le but non plus. L'idée est plutôt de commencer par une section verticale, donc choisir un cas simple et le faire marcher de bout en bout. Ce qui veut dire construire la pyramide, mais juste sur un cas d'usage, et par la suite se développer à l'horizontale au niveau de l'entreprise ou d'un domaine. 6. Laisser le modèle seul en production. Alors c'est bon, vous avez expérimenté, vous êtes arrivé à production, tout va bien, le travail est fait. Alors pas du tout. Dans un tiers des cas étudiés par McKinsey dans un de leurs rapports, j'ai mis la référence à la fin, si vous voulez vous amuser à le lire. Donc dans un tiers de cas, les algorithmes qui étaient mis en prod avaient besoin d'être réentraînés au moins tous les mois pour qu'ils restent pertinents, parce que les données changent. Quelle est la bonne approche ? C'est une réponse plutôt évidente, de nouveau. C'est bien définir ses objectifs, avoir une stratégie et bien appréhender la technologie. Alors, bien sûr, l'IA n'est pas une technologie magique qui rapporte des énormes bénéfices une fois mise en place. Et une mauvaise automatisation peut surtout nuire au business. Du coup, les managers doivent bien évaluer quand appliquer ou ne pas appliquer l'IA dans les opérations. Un troisième sujet, les métiers. Qui fait de l'IA du coup 7. Il nous faut un docteur en intelligence artificielle avec 30 ans d'expérience pour intégrer l'intelligence artificielle dans nos produits. Bon, on a déjà vu des annonces cherchant cette perle rare pour implémenter l'IA dans une entreprise. Et en effet, c'est des perles rares, c'est des chercheurs qui sont très difficiles à trouver. Il y a quelques dizaines de milliers dans le monde et ça coûte très très cher. Par contre, il y a une autre vérité, c'est que ce n'est pas forcément d'eux que vous avez besoin. Il y a très peu d'entreprises qui se permettent d'avoir des laboratoires de recherche en IA en interne, parce que c'est là que ces gens-là travaillent. Pour mieux comprendre les différents métiers de l'IA, regardons un peu qui fait quoi. Donc on a les laboratoires de recherche, qui peuvent être privés ou publics, bien sûr. Et c'est là que les chercheurs, les doctorants y travaillent, et c'est eux qui conçoivent les algorithmes et les librairies. Ensuite, il y a le GAFAM, les startups, les laboratoires d'innovation. Là aussi, on peut avoir des chercheurs, mais aussi déjà des data scientists et des ingénieurs.
Eux, ils font l'intégration des algorithmes et une création de produits. Ensuite, il y a les entreprises. Et là, on peut trouver des data scientists, des ingénieurs, des développeurs, des product managers et d'autres. Et leur boulot, c'est d'intégrer ces algorithmes et intégrer aussi les produits créés par ceux d'avant et donc produire des solutions et les mettre sur les marchés, j'espère. 8. Nous allons faire de l'IA, il nous faut des data scientists. Alors, on a vu les différentes phases dans la pyramide de tout à l'heure. Et on peut bien se rendre compte que pour réaliser un projet, il y a besoin de compétences différentes. Sinon, on peut chercher un data scientist polyvalent qui fait du développement d'applications, qui fait de l'apprentissage et qui construit des pipelines de données. C'est un peu comme chercher un oncologue, dentiste et femme de ménage. Bon, j'aurais bien voulu que ce soit ma blague, mais c'est juste un troll sur LinkedIn. Donc ne tombez pas dans cette piège. N'essayez pas de chercher le tout un an. C'est des métiers différents qui contribuent à la réalisation d'un projet. Et il y a des gens très compétents qui peuvent le faire. Du coup, juste un petit rappel, un data scientist fait de la collecte et nettoyage de données. Il crée des dashboards et des rapports, fait de la statistique et surtout communique des résultats. Cette dernière partie, du coup, la communication des résultats est aussi une étape clé de leur travail. Tout comme leur capacité d'analyse, faire parler les résultats et convaincre les décideurs de l'intérêt de ces résultats est indispensable. Donc la communication est une étape importante. La bonne approche, avoir le bon rôle pour la bonne mission. Cherchez d'abord la mission, définissez le rôle et ensuite vous allez trouver la bonne personne. La réalisation d'un projet suppose d'avoir des compétences en data engineering, en développement, DevOps, data scientist bien sûr, analystes et surtout des gens des métiers. Donc mon message, c'est plutôt embaucher des data scientists pour faire de la data science. Dernier sujet, les données. C'est bon, je suis dans les temps. Show me the data. Alors, la plupart des projets en IA, bien sûr, et je pense surtout aux projets qui utilisent du machine learning et surtout du deep learning, voilà, ont besoin de beaucoup de données. Vous avez déjà vu, la data, c'est le nouveau or, c'est la nouvelle devise et même le nouveau bacon. En effet, c'est indispensable et on ne pourra pas démarrer des projets sans données. Et on a des données, plein de données. Et certainement, les entreprises ont beaucoup de données. Et vous avez envie de les utiliser. Bon, vous avez déjà entendu ça plein de fois, je ne vais pas m'attarder dessus. Par contre, il y a un autre point qui est important, c'est que un risque que les compagnies encourent en se dépêchant de mettre leurs produits sur le marché, c'est qu'ils utilisent des données d'entraînement qui ne sont pas forcément pertinentes ou qui peuvent conduire à des erreurs très importantes. Vous avez peut-être déjà entendu parler du principe garbage in, garbage out. Si les données d'entraînement ne sont pas correctes, il n'y a aucun algorithme qui pourra ressortir de bons résultats. Avoir les bonnes données est plus important que juste collecter des grands volumes de données. Sauf que pour le moment, la collecte des données en entreprise est faite sans penser au modèle de machine learning. Du coup, il reste par la suite un gros travail dans le nettoyage. En fait, l'utilisation de données doit être pensée plutôt comme une démarche scientifique. Problématique liée à la donnée, donc il faut collecter des données propres, les étiqueter pour le machine learning. Bien se rendre compte que les changements dans les données collectées peuvent impliquer une mise à jour des modèles. C'est d'autant plus compliqué si le modèle est en production. La donnée doit être représentative et mener à des réponses fiables. Il faut se poser des questions sur les biais que ça a apporté. Il y a plein d'exemples dans les médias que vous avez déjà vus, j'imagine.
Et aussi penser à la variété de données. Comme vous savez, les algos, ils ont besoin des exemples positifs et négatifs de différentes catégories pour qu'ils puissent apprendre. Et du coup, mon dernier conseil, identifiez là où vous avez les meilleures données. Pas forcément le plus de données, mais les meilleures données. Donc, je vous laisse avec ces 4 messages en conclusion. Donc, passer de curieux à connaissant en IA, bien définir ses objectifs, avoir une stratégie et bien appréhender la technologie, embaucher des data scientists pour faire de la data science et identifier là où vous avez les meilleures données, pas forcément le plus de données. Quelques références et je vous remercie. Et là, vous avez mon contact. Bon, on a fini un peu en avance, donc si vous avez des questions. Oui, c'est juste une question d'un débutant complet. Quand vous parlez de qualité des données, vous parlez de qualité totalement incohérente, enfin de données qui seraient complètement incohérentes ou de données fausses. C'est-à-dire, par exemple, si je reprends l'image d'une image où il faut savoir s'il y a un sac à main, c'est-à-dire qu'il y aurait certaines images où il y aurait marqué oui, il y a un sac à main alors qu'il n'y en a pas, ou des choses comme ça. C'est quoi la qualité des données pour vous? Oui, ça peut être l'exemple le plus basique. Mais dans l'exemple que j'ai donné, si on avait entraîné l'algo, évidemment, on lui a donné beaucoup d'exemples de sac à main. Et si on lui avait aussi donné l'exemple de ce qui n'est pas un sac à main et qu'on lui aurait donné ces 2 images, il aurait su ne pas les reconnaître. Donc ça, c'est sur l'exemple que j'ai donné. Après, en termes de qualité, déjà, tout ce qui est basique, d'avoir, je ne sais pas, dans un formulaire, avoir tous les champs qui sont remplis, bien les étiqueter, bien sûr, parce que si on nomme un chat chiant, bien sûr, l'algo va pâtir là-dessus. Ensuite, la partie avoir des données sur les exemples positifs et négatifs, parce que si on lui file que genre 99% des images d'une catégorie et juste un petit peu d'une autre catégorie, ça va être difficile de les reconnaître. Données manquantes, donc catégories différentes, voilà ce qui me passe par la tête pour le moment. La notation ? Ah. Oui, alors nous on est une société de services, donc on bosse pour nos clients. Bon, on a des projets internes aussi, donc là on va le faire nous-mêmes pour s'amuser. Mais chez des clients, normalement, c'est les métiers parce que c'est eux qui connaissent en fait. Là, c'est simple de noter un chien ou un chat ou un sac à main, mais si c'est des radios, moi, je ne vais pas savoir dans laquelle il y a la maladie, dans laquelle il y a pas. L'exemple de la radio, pourquoi ça marche mieux? C'est parce que en fait, le cadre, il est très restreint. Tous les radios sont prises avec la même machine, c'est le même format, donc c'est oui ou d'ailleurs, c'est pas oui ou non, c'était 4 catégories différentes. Enfin bref, c'était simple. Alors que les sacs à main sur Instagram, c'est plus difficile parce qu'en fait, les photos sont pas normées. Donc ça peut être dans n'importe quelle position, porté par n'importe quelle personne. Et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc chez Zenica, oui, on ne le fait pas vraiment pour nos clients. Oui, ça va être un peu cher.
Ah oui, non, 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 j'ai pas dit que les développeurs devaient être DevOps. Non, il y a des développeurs, après il y a des DevOps, après il y en a qui font les deux. À quel moment ça intervient? Alors, les DevOps, c'est plus sur la partie data engineering, on va dire. J'ai mis DevOps, j'ai mis data engineering, mais après, on peut parler aussi d'un nouveau courant qui émerge, mais je ne voulais pas utiliser trop des buzzwords, le DataOps, où là, on va retrouver un peu les mêmes outils, les mêmes technos que les DevOps utilisent, mais appliqués aux données. Et là, on peut avoir des spécificités. C'est par rapport à ça. Oui. C'est le fait que certaines entreprises ont des données dont elles disposent, et à partir de ces données, elles posent une question. Et en fait, peu d'entreprises réalisent qu'a priori, il n'y a aucune raison pour que les données dont elles disposent permettent de répondre à la question qu'elles se posent. Donc c'est une inversion de la logique où normalement, on va d'abord dire à quelle question on veut répondre. Et après, on va définir quelles données permettent de répondre à la question. Donc on a souvent cette inversion en fait, qui fait qu'on n'est plus vraiment en train de faire des data science, donc avec une démarche hypothético-déductive, où on fait des hypothèses, on cherche des données qui permettent de valider ou d'invalider l'hypothèse, mais on fait simplement de la prospection de données, et dans ce cas-là, il n'y a aucune garantie en fait, qu'on arrive à un bon résultat au final. Petite question pour vous, est-ce que c'est le cas des gens qui travaillent sur des lacs de données? Parce que parfois, on peut avoir des lacs de données, donc plein de données, et après, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ben, merci beaucoup et bonne fin de conférence.